Bonjour à tous pour ce nouveau webinaire organisé par l'URPS Médecins Libéraux. Donc, je me présente, Philippe Chazelle, président de l'URPS et stomatologue à Lille. Nous aborderons ce soir le problème des prélèvements, donc l'état des connaissances et perspectives sur leur validité, donc RT-PCR et sérologie, les techniques de prélèvement, pareil pour RT-PCR et sérologie, les stratégies de prélèvement et qui viennent de changer avec le déconfinement. Nous verrons ensuite le tracing et l'isolement, ensuite la contagiosité et l'immunité, puis la mise à jour des données et les rappels sur le résultat des études thérapeutiques, les signes cliniques faisant suspecter un Covid-19, pour quels signes prescrire une PCR, la pédiatrie, les critères de vulnérabilité et indications isolement, prescription de masques et les recommandations médicales. Alors, pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir comme expert le docteur Sophie Panager, qui est infectiologue au CHR de Lille, le docteur Christophe Acco, biologiste à Armentières et secrétaire de l'URPS et biologiste, madame Gwenaëlle Locher, hygiéniste au CEPIAS. Pour l'assurance maladie, nous avons madame Catherine Magnette, sous-directrice à la direction de la coordination de la gestion du risque à la Caisse régionale. Pour l'ARS, nous aurons le docteur Mohamed Si Abdallah, qui est à la direction de la gestion de crise à l'ARS, et le docteur Nathalie de Beauville, sous-directrice à l'ambulatoire. Le docteur Demory, généraliste à Armentières et trésorier de l'URPS Médecins Libéraux, va assurer avec moi l'animation et retransmettra vos questions. Donc, je cède en premier la parole au docteur Acco qui n'est pas là. Si, t'es là, Christophe? Oui, caché. Donc, docteur Christophe Acco. Alors, en l'état actuel, pour la PCR, le traitement, le prélèvement qui reste recommandé, c'est le prélèvement nasopharyngé. Pas encore de confirmation au niveau du prélèvement rectal, bien qu'il y ait une présence du virus qui soit confirmée dans les selles. Le prélèvement sanguin pour la PCR est tout à fait exclu. Comment dire, les contraintes au niveau du prélèvement PCR sont une bonne exécution effectivement bien dans le nasopharynx pour aller rechercher le virus. Donc c'est un prélèvement qui est un petit peu invasif, qui doit se faire avec un équipement de protection et qui nécessite des conditions de transport en milieu spécial. Les capacités donc la spécificité clinique de la PCR est très bonne, c'est à 100%. Une PCR positive permet d'affirmer la présence du virus. Par contre, effectivement, la sensibilité est moindre, elle est de l'ordre de 70%. 70% parce qu'il y a des faux négatifs qui sont de moins en moins présents, mais qui existent pour un prélèvement qui a été mal exécuté, pas assez profond au niveau du nasopharynx, et prélèvement faussement négatif pour une charge virale qui peut être faible en tout début d'infection ou au cours de l'évolution de l'infection. On considère que le créneau de prélèvement le plus intéressant est au niveau du 5e à 7e jour après le début de la symptomatologie. Justement, docteur Acco, qu'en est-il pour le délai dans lequel il va falloir tester les cas contacts asymptomatiques? Alors effectivement, asymptomatique, la charge virale risque d'être très très faible. Alors c'est une nouvelle conception en fait, ce dépistage des gens asymptomatiques, puisque jusqu'à présent on ne dépistait pas de gens asymptomatiques, donc on s'est pas posé la question. Je pense que peut-être que Madame Panager pourra apporter des éléments supplémentaires, mais on peut se poser la question effectivement d'un patient asymptomatique. On n'a pas de recul sur le délai d'apparition du virus chez cette personne. Et au bout de combien de jours peut-on s'attendre à obtenir le résultat d'un test
suite au prélèvement par le laboratoire? Alors, je vais être tout à fait honnête, le rendu en 24 heures, c'est la grande majorité, mais ce n'est pas du 100%. Pourquoi? D'une part, tout dépend du moment où le prélèvement a été fait. Si c'est un prélèvement de fin de journée, il risque d'être décalé dans son exécution. Mais surtout, le problème que rencontrent les laboratoires est double. C'est un problème d'approvisionnement en kit de prélèvement et un problème d'approvisionnement en test d'exécution de l'analyse. Il y a il y a une guerre de tranchées à l'heure actuelle entre les différents pays pour récupérer notamment les kits d'exécution des analyses, parce que chaque société va les vendre au plus offrant. La production est montée en puissance tout doucement, mais malgré tout, certains confrères régulièrement se trouvent à court de réactifs et cela décale d'autant plus le rendu. Maintenant, ça va mieux il y a quelques semaines, mais c'est un obstacle qui peut retarder l'exécution du prélèvement. Comment peut-on expliquer que des tests peuvent rester positifs 3 semaines après le début des symptômes? Alors là, c'est tout simplement une question de charge virale et de développement du virus. Chez tout le monde, un virus ne va pas se développer de la même façon. Et là, en l'occurrence, si la réplication du virus est plus importante chez un individu et donc l'infection plus massive, la PCR va rester plus longtemps positive. Alors, j'ai une question qui concerne les tests, mais qui sera certainement, sur laquelle Mme Panager va certainement répondre, c'est que faire en cas de personnes asymptomatiques avec une sérologie ou une PCR positive? On a dit que la sérologie, pour l'instant, c'était pas l'objet, mais pour une PCR positive, vis-à-vis d'un patient asymptomatique, quelle conduite à tenir? Est-ce que ce sera l'isolement? Est-ce que ce sera la recherche à partir de là de nouveaux cas contacts? Mme Panager? Alors, le délai d'isolement, effectivement, dépendra de la condition dans laquelle le test a été réalisé. Donc, du coup, pour les patients asymptomatiques, par définition, c'est difficile de pouvoir établir un nombre de jours à partir du début des symptômes, puisqu'il n'y a pas de symptômes. Donc, c'est en gros très souvent 14 jours et on peut l'alléger si on obtient une PCR négative à 7 jours. Ça, c'est dans le cas du contact tracing. Donc, pour faire synthétique, puisqu'il y a beaucoup de petites lignes et de petits paragraphes dans le cas de l'exploration d'un patient positif aujourd'hui avec le contact tracing. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un patient asymptomatique, on va avoir tendance à lui conseiller 14 jours d'isolement avec une possibilité d'alléger l'isolement qu'on lui préconise. Donc, on ne l'annule pas, mais on l'allège avec des mesures, par exemple, d'autorisation de sortie, mais avec un masque, sans voir pour autant de patients à risque de forme sévère, ce genre de choses. Donc, allègement possible si une PCR négative au 7e jour. Pour compléter, c'est vrai que donc dans le cas du dispositif contact tracing de l'assurance maladie, les plateformes des CPAM indiquent en effet que pour un patient asymptomatique, on lui demande de faire un test PCR après 7 jours de contact avec la personne Covid-19. Donc c'est une consigne en effet qui est donnée aux patients au cas contact qu'on a au téléphone. Donc c'est une consigne nationale. Donc, il y avait une question qui était aussi, après un test positif, quand faut-il en refaire un pour voir si le patient est toujours contagieux? Vous avez répondu à cette question. Et ne peut-on pas tout simplement se baser uniquement sur la clinique pour ces patients-là? Est-ce qu'il faudra les retester une deuxième fois systématiquement avant afin de raccourcir cette durée d'isolement? Ça y est, j'avais plus le micro.
Donc, en fait, il y a vraiment plein de cas de figure différents. Il faut faire bien attention. On parlait là du patient qui sera contact avec une PCR négative et qui est asymptomatique. Donc, dans ce cas précis, oui, on a dit qu'on pouvait alléger ces critères d'isolement à partir du moment où on refait une PCR à 7 jours. Mais ça, c'est pas pour l'ensemble des patients. Sinon, la grande majorité des patients restent sur les mêmes consignes, c'est-à-dire qu'un patient avec une PCR positive, on va lui autoriser la levée de l'isolement au 8e jour après le début des symptômes et au plus tôt 48 heures après disparition de la fièvre et de la dyspnée. Et ça, c'est dans le cas de la population générale. Et pour un patient immunodéprimé, ce sera au plus tôt à partir du 10e jour du début des symptômes, à partir de 48 heures après la disparition de la fièvre et de la dyspnée. Ça, on parle bien des patients qui sont symptomatiques et qui ont du coup une PCR positive. Donc ça, ces critères-là n'ont pas changé. C'est ça qu'il faut retenir et qui est important. Le cas qui avait été évoqué il y a juste quelques minutes, c'était vraiment le contact PCR négative qui est asymptomatique, puisque par définition, un contact qui aurait une PCR positif, et ben, du coup, il est à prendre en charge comme un patient Covid+. Merci beaucoup. Nouvelle question pour l'URPS biologiste. À partir du moment où vous allez diagnostiquer un cas Covid+, est-ce vous qui informerez le médecin traitant de la positivité du patient ou comment l'information va-t-elle remonter vers le médecin traitant? Je n'apparais pas, oui. Bien sûr, hein, la transmission du résultat doit se faire par nos moyens. Comme nous le faisons à l'heure actuelle, hein, dès que le résultat est positif, le dossier est validé et transmis directement au médecin prescripteur. Dans le cas des cas contacts, il n'y aura pas de médecin prescripteur. La prescription, c'est une prescription qui émanera de l'assurance maladie, si je ne me trompe pas. En fait, une fois qu'un cas contact est identifié et qu'on l'a contacté, dans ce cas, en fait, via sa carte vitale, il peut aller en laboratoire et le laboratoire verra qu'en effet, l'assurance maladie lui a prescrit un test PCR. Pareil pour les masques, il ira avec sa carte vitale en pharmacie et le pharmacien pourra lui délivrer le nombre de masques qui lui sont indiqués. Mais par quel biais le médecin traitant sera-t-il informé de ce résultat positif? Alors, c'est le biologiste qui va en effet envoyer le résultat. On leur demande de pouvoir aussi appeler tout de suite le médecin traitant. Tous les résultats sont également complétés dans un outil qui s'appelle SIDEP par les biologistes et ça permet à l'assurance maladie, et c'est le service médical, hein, dans un souci de secret professionnel et médical, qui pourra consulter cet outil. Et si jamais on n'avait pas de concordance et de dossier qui avait été créé pour nous alerter sur un patient Covid-19, on contactera le médecin de ce patient. Donc comme ça, on évite vraiment de perdre un patient qui pourrait créer une chaîne de contamination. Vous venez de nous expliquer que les biologistes vont remonter l'information vers le SIDEP. N'y avait-il pas moyen d'harmoniser ces deux remontées d'informations? Est-ce nécessaire qu'il y ait une remontée d'informations à la fois par le biologiste et à la fois par le médecin traitant via Amélie Pro? Alors, le problème, c'est qu'on a essayé, mais les 12 outils SIDEP et Amélie Pro, donc Contact Covid, ne peuvent pour l'instant, et on ne peut créer une interface entre ces deux outils. Donc, en plus, l'outil SIDEP ne peut être consulté que par le service médical de l'assurance maladie. D'accord. Donc, c'est à la fin de respecter le secret médical et la protection des et puis des difficultés techniques. Je complète ce que j'ai dit tout à l'heure parce qu'un médecin pose la question de si pas de carte vitale, l'attestation de droit peut également être présentée au biologiste ou au pharmacien pour obtenir le test ou les masques. D'accord. Je reviens vers le docteur Acco. On nous interroge beaucoup sur les difficultés à faire des prélèvements.
Il a été dit dans les médias que si un prélèvement ne faisait pas mal ou s'il n'était pas hémorragique, c'est qu'il était mal fait. Qu'en est-il? Parce que beaucoup de patients reviennent du laboratoire sans avoir souffert le martyre. Qu'en est-il, docteur Accot? Bah écoutez, moi, j'aime pas forcément faire mal d'emblée. Non, les deux prélèvements sont pas tout à fait identiques. Dans certains cas, le passage de l'écouvillon se fait vraiment en douceur et on est dans le nasopharynx directement. Dans certains cas, on sent qu'il faut un petit peu trouver sa voie, forcer un peu le passage et c'est un petit peu plus désagréable. Mais les prélèvements qui saignent, c'est vraiment rare. Qui sont franchement douloureux aussi. C'est pas agréable, mais je veux dire, il n'y a pas nécessité d'y aller agressivement pour garantir l'efficacité du prélèvement. Non, non. De toute façon, on a un point de repère au niveau de la tige de l'écouvillon. On sait à peu près, à force d'expérience, jusqu'où on va et à quel niveau on est dans le nasopharynx. Et on sent nettement, de toute façon, qu'il y a toujours une petite butée que l'on passe et après on arrive en fin de course. Aux 2/3 de la course de l'écouvillon. Mais donc, il n'y a pas du tout de nécessité. Un prélèvement douloureux n'est pas un prélèvement qui a été efficace et pas non plus si ça a saigné. Est-ce que le test négatif n'est-il pas l'indication d'un test sérologique? Et d'autre part, si un test est négatif, y a-t-il intérêt à le renouveler? Et si oui, dans quel délai? Pour la sérologie, moi, je resterai très prudent et peut-être que Sophie Panager pourra, j'allais dire, étayer ça. Effectivement, disons un mot quand même sur la sérologie. L'HAS a émis quelques indications à la sérologie le 2 mai. En donnant la notion de rattrapage de diagnostic chez des sujets qui étaient symptomatiques et PCR négatifs. Effectivement, sur un plan purement théorique, ça paraît séduisant et logique, donc je ne le conteste pas du tout, mais c'est vrai qu'on a vraiment très très peu de recul sur la sérologie à l'heure actuelle. Quant à répéter un test PCR, il faudrait vraiment être tombé dans un premier prélèvement qui aurait été très précoce, avec une charge virale peu importante. Mais dans ce cas-là, a priori, un sujet symptomatique a une charge virale qui est quand même conséquente. Donc, je ne pense pas que répéter un test puisse être vraiment indiqué. Je ne dis pas que c'est voué à l'échec, mais a priori, pour moi, ça ne paraît pas être une indication de base. S'il est impossible de passer dans le nasopharynx, par déformation des cloisons nasales, par exemple, est-il possible de faire un prélèvement par la gorge? Par la gorge, je pense pas que ce soit une très très bonne idée, mais le problème c'est qu'après, on n'a pas beaucoup d'autres pistes, et puis si ce n'est une véritable expectoration, mais l'expérience montre que quand on demande à un patient de faire une expectoration, on a un simple crachat, voire de la salive. Il faudrait éventuellement envisager de passer par quasiment un clapping avec un kiné, ou alors un lavage broncho-alvéolaire. Bien sûr qu'on ne peut pas faire ça dans n'importe quelle condition. Donc c'est vrai que les recours ne sont pas légion par rapport au prélèvement nasopharyngé. Les médecins et les professionnels de santé qui sont régulièrement en contact avec des patients Covid ont-ils intérêt à faire pour eux-mêmes régulièrement des tests PCR? Là, je ne sais pas qui peut répondre à cette question. C'est de la prévention pure. Peut-être poser en l'absence de symptomatologie. Vous avez une réponse sur cette question? Est-ce que les professionnels de santé qui sont régulièrement en contact, que ce soit dans des EHPAD, etc., ont intérêt à faire régulièrement des tests?
Alors, il faut pas tout mélanger. Il y a des recommandations différentes pour les structures, notamment les EHPAD, avec des règles bien précises, qui ne sont pas là la question. Mais quand on lance un programme de dépistage entier sur l'établissement, effectivement, oui, dans certains cas de figure, on est amené à prélever les soignants à grande échelle, on va dire, et y compris les soignants asymptomatiques. Mais ça, c'est une première chose. Et de façon générale, sur un patient asymptomatique, à moins d'être contact, dans le cas du contact tracing, je ne pense pas qu'un personnel soignant nécessite une PCR régulière, sinon ils vont tous finir chez l'ORL pour des formations des cloisons nasales, je pense, au bout d'un moment. Peut-on détourner l'usage des TDR pour faire des prélèvements? Non, il faut continuer à travailler dans des bonnes conditions. Donc, non, pour moi, la réponse est non. Est-ce que des médecins peuvent éventuellement envisager de faire des prélèvements? On nous cite l'exemple, par exemple, d'une maison de santé pluridisciplinaire qui organise sur un parking dans la campagne jaune-bonne, et un coursier vient tous les matins rechercher les prélèvements à 11h30. Est-ce que dans ce cas-là, on peut envisager au sein de cette MSP des séances de prélèvement et y a-t-il des conditions particulières à la fois pour obtenir le matériel, pour le conserver, pour le transmettre? Est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre dans ce genre de situation? Ben, je trouve que ça, c'est une très très bonne idée, parce qu'on manque de bras pour les prélèvements, parce que surtout depuis lundi, la demande a vraiment considérablement augmenté. Donc ce type de montage dans le cadre d'une ESP, c'est une très 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 bonne idée, puisque bon, le geste n'est quand même pas très compliqué, donc il suffit de l'avoir fait une ou deux fois et puis on est au point. Donc ça, sur le principe, je trouve ça très très bien. Pour tout ce qui est la notion du matériel, eh bien là, chaque MSP est en rapport avec un laboratoire qui peut lui fournir le matériel nécessaire et indiquer la marche à suivre. Comme on travaille avec des milieux de transport, de toute façon, une fois que le prélèvement est fait et qu'il est placé dans le milieu de transport, il n'y a pas de conditions particulières, si ce n'est éviter des écarts de température qui soient significatifs. Mais quand l'écouvillon est dans le milieu de transport, il n'y a pas de problème. Donc, c'est quand même assez simple à gérer. Donc, la question suivante. Vous avez répondu sur les tests sérologiques. Hein. Pour l'instant, on n'a pas de possibilité en ville et il n'y a pas de cotation. Pour les médecins qui seraient préleveurs, y a-t-il une cotation particulière de l'acte de prélèvement? Alors, c'est peut-être l'assurance maladie qui peut nous répondre. Bah, c'est un test qui n'est pas pris en charge actuellement. Le seul test pris en charge, c'est le test PCR. Et même justement, on parlait du test PCR. Hein. On parlait du test PCR. Est-ce que pour les médecins, il y a une cotation PCR, particulière? Vous avez l'acte de prélèvement qui peut être coté. Et après, vous avez l'acte d'analyse par le biologiste. Donc oui, vous avez deux actes possibles. Le médecin peut coter un acte de prélèvement. Un acte de prélèvement qui se rajouterait à sa consultation ou il faut faire deux actes différents ou, oui, ça se rajoute à sa consultation. C'est un acte différent de la consultation. Il peut le coter, en effet. Alors, ouais, on a répondu. Donc, oui, alors le taux de remboursement pour ces actes, ça reste des actes à 100%. C'est une question qui est posée aussi. Tout à fait. Depuis le 11 mai, donc depuis le premier jour du déconfinement, les tests PCR sont pris en charge à 100%. D'accord. Est-ce que des infirmières se forment actuellement pour réaliser les fameux prélèvements? Peut-on envisager à moyen terme ou à long terme d'avoir la possibilité de prélèvement à domicile pour les patients qui sont difficilement mobilisables? Là, je pose la question à l'ARS, peut-être. Oui, tout à fait. C'est une des solutions ou une des possibilités qu'on a envisagées en travaillant avec vous et avec l'URPS infirmier, c'est qu'effectivement, les infirmières
aille à domicile pour organiser le prélèvement, éventuellement avec une équipe pluripro hein, pour évaluer aussi, après on en parlera, mais toutes les conditions éventuellement d'isolement ou de quatorzaine des personnes qui ne peuvent pas se déplacer. En pratique, si une ordonnance donnée pour faire un test PCR est impossible à faire, car réservé, alors oui, c'était à l'époque où c'était réservé au personnel soignant. Donc cette question, elle a plus lieu d'être. Vous l'avez bien expliqué. Les personnes concernées maintenant sont toutes les personnes symptomatiques ainsi que leurs contacts. Si un patient a été vu en consultation mardi, par exemple, mardi matin, que l'on demande mardi matin un test Covid au laboratoire, est-ce que il sera encore temps, quelques jours après, de faire l'inscription du patient? À quel moment faut-il faire l'inscription? Est-ce qu'il faut faire une pré-inscription sur le site? Comment ça va fonctionner en pratique? Alors, le site Contact Covid est ouvert depuis ce matin. Vous pouvez rétroactivement le compléter depuis lundi, le premier jour du déconfinement. Donc ça, c'est une possibilité. Après, vous pouvez commencer à enregistrer les données du patient et donc une première base, et revenir quand vous avez les résultats pour cocher positif. Et là, tout de suite, ça bascule au niveau 2 pour que l'assurance maladie puisse contacter après les personnes contacts. Alors, est-ce que l'on doit procéder, alors je pense que c'est au biologiste que je pose la question, doit-on pratiquer un test de dépistage pour les patients qui sont programmés en clinique pour une intervention, par exemple, en stomatologie? Ça nous est demandé. Oui, alors là, c'est un point un peu délicat qui est soulevé. On n'est clairement pas dans les recommandations HAS, mais on est dans des recommandations qui ont été émises par la Société de pathologie infectieuse de langue française et aussi par la Société des anesthésistes réanimateurs. Ça peut paraître légitime hein, de s'enquérir de l'éventuelle présence du virus chez quelqu'un sur lequel on va effectuer une intervention. Maintenant, je pense qu'il faut bien cadrer les choses et c'est ce qu'a fait la Société française d'anesthésie-réanimation en précisant les conditions dans lesquelles ils recommandaient, mais encore une fois, on est en dehors des recommandations HAS, ils ont précisé les conditions dans lesquelles ils recommandaient de faire un dépistage. Donc, s'il s'agit d'un sujet symptomatique, s'il s'agit de chirurgie lourde, s'il s'agit d'intervention qui peut être accompagnée d'un phénomène d'aérosolisation, là, il recommande de faire le test. Donc, encore une fois, ça peut se concevoir, mais on est hors des recos HAS. Par contre, ce qui est difficile à accepter, j'ai eu le cas encore ce matin, c'est une demande de PCR pour une patiente qui va être opérée du genou. Donc là, je trouve qu'on se disperse, qu'on disperse les ressources un peu inutilement. Mais le gros souci, c'est qu'on se trouve face à une position assez ferme des praticiens qui vont faire l'intervention en disant « si je n'ai pas ce résultat, je n'opère pas ». Donc là, j'avoue que ça dépasse un petit peu nos compétences. On essaie de répondre et de ne pas mettre les patients dans l'embarras, mais c'est quand même… là, je pense qu'il faudra trancher ou avoir une position vraiment ferme sur les recommandations qui sont hors recommandation, savoir quelle est la barrière à ne pas franchir. On peut peut-être poser la question à Madame Panager, savoir ce qu'en pensent nos infectiologues. Ce qu'a dit Dr Ako est tout à fait juste. Effectivement, là, on est dans une période entre deux réglementations, très probablement. On a effectivement les recommandations d'une société savante, que sont la Société française d'anesthésie et réanimation, la SFAR, et les recommandations nationales officielles, effectivement, de la HAS. Sur un plan pratique, pour le moment, on est sur…
ce qu'on fait en pratique, c'est vraiment réalisation du test sur des chirurgies dites lourdes. Donc, au-delà du type d'organe qui va être opéré, c'est vrai qu'après, il peut y avoir une discussion entre anesthésistes et chirurgiens sur notamment la durée de l'intervention, la difficulté de ventilation du patient. Ce genre de points peuvent être discutés au cas par cas. De toute façon, effectivement, comme il l'a bien rappelé, on est en dehors des recos. Donc, pour essayer de faire au mieux, il faut pour le moment faire du cas par cas. En attendant, on espère des précisions institutionnelles. Une autre question, quand un médecin traitant va adresser un patient à un centre, qui va s'occuper de la déclaration si la PCR est positive? Le médecin du centre Covid, le médecin traitant? Madame Magnette? Je ne comprends pas vraiment la question. Pourquoi alors, j'imagine qu'il est transféré, orienté vers le centre Covid pour le prélèvement. Alors, dans certains secteurs, les centres Covid sont encore ouverts et certains médecins traitants orientent, parce que leurs conditions d'accueil dans leur cabinet, etc., ou alors que leur état de santé contre-indique le contact ou de limiter le contact avec les patients Covid, va orienter directement les patients vers le centre Covid. Et le centre Covid est devenu en même temps maintenant centre de prélèvement. Donc, c'est le cas d'un patient qui serait adressé par le médecin traitant à un centre Covid qui va voir un médecin sans que le médecin traitant l'ait vu. Dans ce cas-là, vaut mieux que ce soit le médecin du centre Covid qui va faire la consultation et qui va après débuter en effet le contact tracing. Par contre, il est important en effet qu'il tienne au courant le médecin traitant quand même de l'état de santé de son patient. Une idée du délai dans lequel on pourra recourir à la sérologie. Panager, est-ce que c'est M. Acco qui souhaite répondre à cette question? Panager. Alors, non, pas de délai précis. Après, il y a plusieurs niveaux de réponse. Là, sur le versant de la recherche, il y a maintenant plusieurs sérologies qui fonctionnent. On n'est pas encore au stade de l'utilisation en routine. Et là, je parle y compris pour les structures hospitalières où il nous manque encore des kits qu'on est en train de recevoir, qui sont en train d'être testés. Hein. Chaque test biologique, hein, Monsieur Acco me contredira si je ne dis pas bien, mais doit être validé en interne quand il est reçu par une structure, un laboratoire privé ou public. Et on en est dans ces étapes-là de nombreux tests différents sur la sérologie, sans détailler. Il y a les IgG, les IgM, les IgA, les IG total et on a un grand nombre de panels de kits sur le Covid là maintenant. Et donc là, on est sur ces épreuves de validation au sein des différents laboratoires, avec des sérologies qui ont montré des spécificités et sensibilités qui répondent au cahier des charges de la HAS, mais on n'est pas encore en phase d'utilisation en routine quotidienne, et c'est pour ça que, je le rappelle, c'est pas inscrit à la nomenclature actuellement à ce jour. Donc d'ici quelques semaines, c'est tout ce qu'on peut donner comme ordre de précision à ce jour, si M. Acco est d'accord. Je confirme. Je dirais en fait, au fur et à mesure des essais dont vient de parler Madame Panager, la banque de données va s'étoffer et on pourra d'autant mieux interpréter, d'une part, tester la performance des différents kits et d'autre part, avoir des données interprétatives de la sérologie qui seront de plus en plus riches. Parce qu'en fait, on travaille en mettant des sérums de côté, en ayant par ailleurs des résultats de PCR. Donc tout ça va être, j'allais dire, mouliné pour être interprété. Sur la qualité proprement dite technique de la plupart des tests sérologiques qui apparaissent, bon, il y a des fournisseurs qui sont incontournables et qui ont un savoir-faire et on n'a pas trop d'inquiétude là-dessus. On attend quand même encore le référencement CNR, hein, donc du Centre national de référence, qui valide techniquement
les tests, mais certains, et c'est un petit peu le paradoxe, ne sont pas encore référencés par le CNR, alors qu'ils sont référencés par la FDA, qui est largement bien plus sévère que notre Centre national de référence. Donc ça reste, j'allais dire, une opportunité d'utiliser ces tests qui seraient déjà validés par la FDA. Mais pour l'instant, donc, pas de référencement officiel et puis donc pas de prise en charge, mais je crois aussi, comme l'a dit Madame Panager, que l'absence de prise en charge est liée à ce manque de recul que l'on a pour l'interprétation. Pour les nouvelles entrées en EHPAD, certains médecins coordinateurs demandent une attestation de non-contagiosité au médecin traitant ou demandent éventuellement un test PCR. Est-ce justifié? Les deux sont-ils justifiés? Je peux te poser la question. Je ne sais pas qui peut répondre à cette question. Madame Panager. Il n'y a rien d'écrit officiellement sur cette façon de faire à ma connaissance, en tout cas à ce jour. En revanche, ce qui est tout à fait compréhensible, là, les EHPAD se sont organisés et se démènent depuis des semaines et des semaines pour limiter les cas de contagiosité. Donc, notamment dans les structures où il y a pu avoir, c'est pas toujours possible sur le plan logistique, mais quand il y a pu avoir cloisonnement des cas suspects, des cas positifs, des cas négatifs, les aider à ne pas entraîner une nouvelle contagiosité en y insérant de nouveau un patient qui n'aurait pas été prélevé, effectivement, c'est tout à fait discutable. Après, il faut bien rappeler que là, on parle de patients du coup asymptomatiques qui seraient prélevés au départ d'une structure hospitalière et que là, la sensibilité d'une PCR chez quelqu'un d'asymptomatique est encore plus basse que celle chez quelqu'un de symptomatique qui, là, dans ce cas-là, est de 70%. Donc, attention aux faux négatifs. Et il faudrait également intégrer dans le raisonnement, ce qui n'est pas toujours faisable en pratique, la durée d'incubation, puisque quelqu'un pour qui on fait une PCR au départ de l'hôpital, donc qui est asymptomatique, rien ne dit parce que cette PCR est négative qu'il n'est pas en train d'incuber le virus, délai moyen de 6-7 jours d'incubation, maximum 14, je rappelle. Et donc, du coup, cette façon de faire n'aurait de sens que si on prélève le patient, le résident au départ de la structure hospitalière, qu'il arrive dans une structure intermédiaire à l'EHPAD et qu'on attende la durée d'incubation pour pouvoir le réintégrer dans la zone Covid-free. Donc, les patients qui rentrent en EHPAD aujourd'hui doivent rester isolés au moins 14 jours. Alors, doivent, non, on fait en fonction des moyens logistiques sur place. Toutes les EHPAD ne sont pas en mesure de le faire, mais ce que je voulais dire, c'est que les EHPAD qui demandent actuellement ce prélèvement, on est confronté à ça là, tous les jours au CHU de Lille, on se donne les moyens de répondre à leurs demandes, parce qu'on la comprend pour les raisons que je viens d'expliquer. Pour un patient gravataire suspect Covid, peut-on envisager un transport médicalisé, ambulance, pour aller faire un test PCR? Oui, alors l'assurance maladie va en effet autoriser ce type de transport. Après, soit ça peut être un prélèvement à domicile, sinon on prendra en charge le transport, en effet. Le but, c'est de dépister très rapidement les malades. Même si ce n'est pas dans les conditions normales de prescription Dans ce cas-là, en fonction de l'endroit où se trouve le patient, c'est bien ce qu'on essaie de mettre en place. Donc, soit le patient est dans une structure EHPAD ou autre, soit il est à son domicile, mais c'est ce dont parlait docteur de Pouvourville tout à l'heure. On essaie de mettre en place des équipes qui pourront aller à la rencontre de ces patients-là. Donc, le futur, là, dans les semaines à venir, les moments à venir, c'est de limiter la mobilisation de personnes qui seraient difficiles à mobiliser, bien évidemment. Si plusieurs cas Covid sont positifs dans une même famille, qu'enlève-t-on l'isolement de la famille au dernier asymptomatique, 8 jours après le dernier asymptomatique de l'ensemble de la famille ou personne par personne? Pardon? Non, pour l'isolement du patient, le confinement. On parle de confinement de patients. Une famille, la première personne de la famille et Covid plus à J1. La famille est positive à J5. La troisième personne de la famille est positive à J9.
quand va-t-on lever le confinement des 3 personnes? Est-ce qu'on va lever le confinement des 3 personnes en même temps à J+14 de la dernière personne atteinte ou individuellement pour chaque individu? Est-ce qu'on estime que les personnes se recontaminent entre elles? Je vais répondre le docteur Siadala. Ça va s'accumuler. Ce sera après le dernier malade de la famille. Donc en fait, on peut rester confiné plutôt longtemps si plusieurs malades arrivent dans la famille. Pardon? Ah, vous m'entendiez pas. Ah ben voilà. Quelle est la durée de l'arrêt initial suspect vu 7 jours sur Amélie, même si PCR négatif? Est-ce qu'on peut... il n'y a pas de reprise de travail au préalable dans ce cas-là? Je n'ai pas bien compris la question. Alors, pour les arrêts maladie concernant ceux qui sont faits par le service médical pour les personnes, les patients cas contact qui demandent un arrêt de travail, en fait, il y a plusieurs durées qui sont prévues en fonction de la situation, s'il est symptomatique, asymptomatique, en fonction de son entourage. Donc voilà, il y a 5 ou 6 cas prévus différents pour la durée de l'arrêt. Il n'y a pas un arrêt type, si vous voulez, c'est en fonction de la situation dans laquelle se trouve le patient. La personne contact à l'assurance maladie qui, en fonction c'est le médecin de l'assurance maladie, tout à fait, qui, en fonction des symptômes et du contexte, définira la durée de l'arrêt qui sera prescrit par l'assurance maladie. D'accord. Est-ce que pour ces personnes justement confinées, est-ce que c'est un arrêt de travail ou un certificat d'isolement que l'on doit faire? Est-ce que ça entraîne un arrêt de travail ou une mise en chômage partiel? Alors là, il y a 2 choses différentes. Si c'est dans le cadre du Covid, c'est un arrêt de travail. Alors pour le patient zéro, c'est le médecin qui fait l'arrêt de travail. Et pour les cas contacts, l'assurance maladie prendra le relais pour faire l'arrêt de travail. Après, vous êtes dans le cas où, en effet, jusqu'au 1er mai, il y avait un téléservice qui avait été mis en place par l'assurance maladie pour la garde d'enfants, pour les personnes fragiles et l'entourage des personnes fragiles. Maintenant, dans ce cas, en effet, depuis le 1er mai, la règle a changé, c'est du chômage partiel et le médecin doit faire une attestation au préalable pour les personnes fragiles. Les durées d'éviction scolaire dans les cas familiaux sont les mêmes que les durées d'arrêt de travail, je suppose. C'est une question qui est posée. Qui peut répondre? Peut-être l'agence? Je n'ai pas bien compris la question. Alors, des durées d'éviction scolaire pour les enfants dans une famille Covid ou un enfant. Alors, oui, après, on va reparler des enfants, mais dans le cas d'une famille de sujets contact en milieu scolaire, la durée d'éviction scolaire est la même ou elle est plus longue? Non, c'est les mêmes. Ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes durées. D'accord. Alors, il y a une question qui est posée pour les enfants. On a vu qu'il n'y avait pas de limite d'âge pour les prélèvements chez les enfants, alors que la Société française de pédiatrie a émis une réserve pour les enfants de moins de 4 ans, en expliquant que le prélèvement nasopharyngé pouvait entraîner des apnées et que c'était un prélèvement à risque et qu'il le déconseillait chez l'enfant de moins de 4 ans. Qu'en est-il? Qui peut éventuellement répondre, ou est-ce qu'on reposera la question à des pédiatres? Pardon? Oui, j'allais dire, Alors peut-être M. Acco va répondre. Enfin, répondre, c'est plutôt une appréciation. Pardon. C'est plutôt une appréciation personnelle. Le prélèvement est quand même pas simple et invasif et pas très très agréable. Je me vois mal faire ça sur un enfant en bas âge. Et surtout, et là je vais renvoyer la balle à Madame Panager, sur le plan infectieux, on dit que les enfants sont
plus préservés. Donc, je suis un petit peu dubitatif là-dessus sur l'intérêt du prélèvement chez un petit enfant. Du contact tracing, parce qu'en effet, peu d'enfants sont symptomatiques. Mais ça, effectivement, je pense qu'il faudrait poser la question au pédiatre sur le bénéfice-risque d'un prélèvement, en effet, chez l'enfant. Je pense qu'on pourrait au moins dire qu'il devrait éventuellement être fait éventuellement par un pédiatre plutôt que dans le laboratoire, si besoin, après évaluation médicale du bénéfice-risque. Mais il faudrait leur poser la question. Donc, dans le cas d'un contact enfant, poser la question à son pédiatre correspondant et éventuellement lui adresser l'enfant pour un éventuel prélèvement. Merci de votre réponse. Nous allons passer maintenant à d'autres questions qui concernent le tracing, l'isolement, l'accompagnement social, comment demander, les topos, les hôtels, etc. Donc, nous, médecins généralistes, voici la première question, nous sommes les premiers maillons de la chaîne pour le dépistage du Covid-19 et on se pose beaucoup de questions. Que faire si, comment ça s'appelle, à partir du moment où un patient doit être isolé et que les conditions du domicile ne permettent pas de l'isoler correctement, y a-t-il des solutions? Alors, il y a des solutions qui étaient envisagées avec la préfecture. Alors, vous savez qu'il y a une décision du Conseil constitutionnel qui censure une partie du dispositif tracing et c'est la transmission de données entre l'assurance maladie et la préfecture. Donc, on est en train de réfléchir. Il y avait une réunion aujourd'hui entre le président de la République, les ARS, les préfectures et l'assurance maladie pour trouver une solution, pour éviter de transférer des données, mais permettre quand même un accompagnement social possible pour les personnes qui le demanderaient. À ce jour, nous n'avons pas de réponse. À ce jour, on est en train de réfléchir à un nouveau circuit qui puisse contenter le Conseil constitutionnel, qui réponde à ces recommandations. Donc, la question était aussi, que fait-on du patient suspect, très peu symptomatique, dans l'attente de son résultat? La question, c'est isolement systématique. Oui. On a fait le prélèvement. Ce sont les préconisations. Après, on ne peut pas obliger une personne. Il n'y a pas de police administrative par rapport à ça. Après, on recommande fortement, on fait appel à la responsabilité des gens. D'accord. Si un soignant d'une collectivité détecte un cas positif, qui doit-on prévenir? L'ARS ou alors signalement via Amélie Pro? Y aura-t-il une case particulière sur contact tracing pour les collectivités à cocher? Comment faire? Comment procéder? Elle existe déjà. Quand le médecin renseigne les éléments de niveau 1, vous avez déjà une petite phrase, une question sur est-ce que vous êtes dans le cadre d'une collectivité et on vous détaille établissement de santé, EHPAD, etc. Dans ce cas-là, le niveau 2 va directement, donc le niveau 2, la plateforme assurance maladie, se met directement en contact avec l'ARS. Donc vous remplissez l'outil, vous précisez bien que ça concerne une collectivité et après, automatiquement, le relais va être pris. Enfin, l'ARS veut peut-être compléter puisqu'ils assurent le niveau 3. Écoutez, c'est exactement comme ça que ça va se passer, tout en sachant que les circuits habituels vont continuer à perdre l'information qui nous arrivera du niveau 2, donc de l'assurance maladie, nos collègues de l'assurance maladie, mais on a nos réseaux aussi qui fonctionnent habituellement et je pense que très probablement on sera aussi informé comme ça se fait habituellement. Mais c'est bien comme ça dans le schéma actuel, donc par la plateforme de niveau 2. Donner plus de détails justement sur cet accompagnement social.
qui est prévu et qui n'est pas encore en place. Oui, qui est prévu, qui n'est pas encore en place. Alors, c'est pas tout à fait la même chose que l'hébergement, hein. On s'entend bien. Donc, l'hébergement, c'est travailler avec la préfecture, en lien avec les préfectures, où il y aura un certain nombre de lieux identifiés, des centres d'hébergement, des hôtels, qui permettront l'isolement ou des patients, voire des contacts à risque si ça peut être le cas. Pour ce qui est de l'accompagnement social, ce que j'ai compris, c'est pour les patients qui seraient en confinement et qui auraient des difficultés, par exemple, à pouvoir se nourrir. Et donc, il y aura une information qui sera transmise à la préfecture qui pourra se mettre en lien avec les autres services de l'État pour accompagner une famille qui serait confinée pour des problématiques de logistique ou autres. La transmission de données, pour l'instant, voilà, on a vraiment une réflexion pour ne pas le faire aujourd'hui. La loi ne nous y autorise pas, donc il faut qu'on voit comment c'est possible. Voilà. C'est exactement ça. Pour le coup, aujourd'hui, on est un petit peu dans l'attente d'une organisation qui nous permette de le faire. Alors, dans cette même question sur l'accompagnement social, on me pose la question des personnes exerçant dans la fonction publique pour lesquelles on ne peut pas faire pour l'instant de fameux certificats d'isolement. L'avantage du certificat d'isolement, c'est que pour nous, on ne met pas de date de fin. Et pour les patients, les personnes de la fonction publique, que fait-on? Est-ce qu'on doit leur mettre un arrêt de travail et quelle doit être la durée de cet arrêt de travail dans le cas des personnes qui doivent être isolées? Alors, je suis bien en peine de pouvoir vous répondre. Je ne suis pas dans la capacité. Je ne sais pas si Madame Magnette, vous avez plus d'infos à ce niveau-là. Moi, je vous en ai pas. Je vais rechercher. Je ne suis pas sûre qu'on ait encore la réponse. Non, pas la réponse. Donc, pour l'instant, on conseille quand même aux médecins de faire. Moi, je fais des prolongations d'arrêt de travail par quinzaine en attendant la date. Est-ce qu'on a une idée de la fin de cette période d'isolement? Est-ce qu'on peut avoir globalement une idée de la fin de cette période d'isolement des personnes à risque? Est-ce qu'on peut se dire 15 juin, 30 juin ou est-ce que peut-être que Mme Panager veut répondre? Je vois qu'elle bouge la tête. Non, on peut pas donner de date à ce jour pour ces personnes-là, et on est obligé effectivement de faire de quinzaine en quinzaine. Ça me paraît tout à fait logique. Si le Dr Si Abdallah est d'accord, je pense qu'on peut pas donner de date là aujourd'hui, de date limite pour ces personnes-là. C'est trop tôt, c'est pas possible. Certains médecins craignent que les retours en crèche ne se fassent que sur PCR négative. Est-ce que vous pensez qu'on risque d'avoir ce genre de demande? Ou comment faudra-t-il y répondre? Alors, je suis un peu surpris. Alors, moi, je n'ai pas encore vu passer ce genre de demande, mais en tout cas, je ne vois pas comment on pourrait accéder à ce genre de demande. Pour moi, ça reste hors des recommandations aujourd'hui et on traitera au moment venu. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse plus précise à vous faire. Alors, je pense que ça vient des expériences des maladies à déclaration obligatoire, où on nous demandait un certificat de non-contagion après maladie à déclaration obligatoire pour que les personnes rentrent en EHPAD, rentrent en crèche, les enfants rentrent en crèche, pardon. Je commence à confondre l'EHPAD et la crèche. Je vous prie de m'excuser pour les mamans qui sont autour de qui écoutent. On ne sait pas tout à fait la même chose. Mais justement, dans les cas de maladie à déclaration obligatoire, pour que l'enfant puisse réintégrer la crèche, on nous demande systématiquement un certificat de non-contagion. Comme il y a un peu de similitude entre cette maladie dont la déclaration doit être obligatoire, mais qui n'est pas une maladie à déclaration obligatoire, qu'en sera-t-il? Et je me mets à la place du directeur de crèche. Pour l'instant, vous avez fait la réponse, ce n'est pas une maladie à déclaration obligatoire, ce n'est pas une EMDO, donc on ne rentre pas dans ce dispositif de certificat. J'ai une question ensuite, on revient au tracing. Si un patient refuse le tracing, que faut-il faire? Kalachnikov, mise en prison? Il faut vraiment essayer de le convaincre, c'est jamais arrivé. J'ai interrogé mes collègues qui font ça depuis un certain nombre d'années, je vais pas préciser parce qu'elles n'apprécieraient pas, j'aurais posé quand même la question. Elles n'ont pas souvenir d'avoir eu un refus catégorique à ce point-là. Il a fallu des fois négocier, expliquer. Voilà. Mais par contre, si ça devait arriver, il faut qu'on sache
il faut qu'on puisse au moins faire le tracing sur les contacts. On ne diffusera pas et on ne donnera pas l'identité du cas index, mais il faut qu'on puisse faire le travail. Voilà, mais je ne sais pas comment on peut le contraindre. Il n'y a pas de, comme l'a dit tout à l'heure Madame Magnette, il n'y a pas de police sanitaire qui nous permet d'obliger quelqu'un à faire quelque chose contre ce gré sur le plan sanitaire. Voilà, je n'ai pas forcément de réponse très précise, mais voilà. C'est vraiment la loi fait une obligation de déclaration, c'est une maladie à déclarer par le professionnel de santé, mais on ne peut pas obliger la personne à respecter les mesures barrières, les mesures d'isolement, et même à nous donner le nom des personnes avec qui elle a pu être en cas contact. Pareil, on doit demander son consentement si elle accepte qu'on donne son nom au cas contact qu'on va ensuite avoir au téléphone pour leur dire qu'ils possiblement ils peuvent aussi avoir eu le Covid-19. Je me permets de compléter par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que je voyais un commentaire concernant un patient, son médecin traitant ne peut pas le voir et il va dans un centre Covid-19. C'est bien le médecin qui fait la fiche. Si ce n'est pas le médecin traitant qui a fait la fiche, mais le médecin du centre ou un médecin vers qui le médecin traitant l'a orienté, c'est le médecin qui a fait la fiche, qui après fait tout le suivi du patient et tout le contact tracing, donc de la cellule familiale, voire les autres cas contacts, qui réalisent ce cas contact. C'est peut-être plus précis de dire c'est le médecin qui crée la fiche. Et après, c'est lui qui suit pendant tout le temps le parcours du patient. On fait aussi référence à des problèmes sur l'outil, sur le statut. On ne sait pas où on en est sur le statut. On a eu en effet ces remontées-là. Sachez que l'outil Contact Covid va évoluer pour que le médecin et tous les professionnels de santé puissent voir le statut de la personne. On a un confrère qui nous a remonté un bug. Il avait déjà envoyé la question, il la renouvelle maintenant et je la pose. Si on coche la case symptômes positifs lors de la pré-saisie, le patient 0 passe en diagnostic confirmé, même si les champs PCR ne sont pas renseignés. Donc, c'est l'expérience qu'il a vécue ce jour. Donc, il nous conseille de ne surtout pas cocher cette case lors de la pré-saisie de données, sinon le tracing se lance sans aucun résultat PCR effectué. Donc, il a fait remonter l'information au service informatique. Je ne sais pas si les choses vont changer, si elles vont évoluer ou si vous avez prévu de changer quelque chose. Ce genre de bug, n'hésitez pas à les remonter à vos CEPAM pour qu'ils les remontent ensuite à la Caisse nationale. Et en effet, voilà, vous savez qu'on a eu 10 jours pour créer cet outil et mettre tout le dispositif en place. Donc, il y a des points sur lesquels qu'on n'a pas pensé. Donc, n'hésitez pas, on va améliorer l'outil au fur et à mesure. Question pratique aussi, comment compte-t-on cet acte à 55 € et sera-t-il aussi remboursé à 100%? Alors, cet acte est remboursé à 100%. Il est pris en charge via le tiers payant, donc par rapport à ça. Évidemment, on ne va pas demander à l'assuré d'avancer 55 €. Vous pourrez coter la consultation de 55 € une fois que le patient sera déclaré positif. Sinon, s'il est négatif, ce sera une consultation à 25 €. Une question qui va intéresser l'ARS, est-ce qu'il est logique de maintenir l'oral du bac français? Est-ce qu'on n'est pas comme dans le premier tour des élections municipales, dans une logique un peu difficile à comprendre? Bon, ça, c'est une question piège. On va peut-être attendre de voir ce qui va se passer dans les jours à venir. Mais de toute façon, si une décision était prise comme ça, elle ne serait pas uniquement de la part de l'ARS. Elle se ferait avec l'éducation nationale, avec les experts, nos experts habituels, Sophie et toute l'équipe. À ce jour, elle est maintenue. Hein. Oui. À ce jour, elle est maintenue. Oui, j'entends. Mais voilà, les liens avec l'éducation nationale sont permanents. On travaille régulièrement avec eux. Pour l'instant, on n'a pas encore abordé cette question, mais on y viendra probablement et assez rapidement. Mais voilà, je ne peux pas vous faire de réponse à leur place. Hein. Ce n'est pas une décision. Nous, on propose. Hein. On a juste un rôle de conseil et c'est eux qui prendront la décision au final. Bon.
La question a été posée, que fait-on des patients Covid avant le 11 mai? On les déclare pas, il n'y a pas de Non, de l'outil est ouvert signalement, à il n'y a pas partir du de… 11 mai. Du 11 mai, d'accord. Je suis médecin, une consoeur qui parle, et mère de 3 enfants qui vont à l'école. Si mes enfants sont reconnus cas contact d'un enfant Covid-19+, ils devront respecter une quatorzaine. Dois-je la respecter moi-même? Elle est médecin, elle ne porte pas de masque à la maison et elle a des enfants en bas âge et avec lesquels elle ne peut respecter une distance de précaution de 1,50 m. Quelle doit être son attitude? Alors, je ne sais pas qui répond à cette question. Alors là, on est dans le contact de contact. On ne va pas si loin sur les mesures de confinement. On préconisera sûrement des mesures, comme vous l'avez dit, mais qui seront compliquées à appliquer dans un foyer. J'avoue que là, je suis un petit peu en difficulté. Je ne sais pas ce qu'en pense Sophie Panager, mais voilà, habituellement, quand on est sur des contacts de contact, on n'est pas dans les mesures de confinement à appliquer. Voilà. Est-ce que Sophie, tu peux compléter peut-être? Oui. Oui, non, en effet, les textes ne vont pas si loin pour le moment. Après, si la question se pose, c'est toujours ça, avant qu'on ait les réponses dans les textes, je pense que le principe de précaution a lieu d'être respecté et qu'en l'occurrence, du coup, éventuellement, si la personne pourrait effectivement s'isoler avec ses enfants, éventuellement, ça pourrait engendrer ça en attendant des précisions supplémentaires. Mais à ce jour, on n'en a pas en effet. Je suis médecin, je suis Covid-19 positive, je me sens en forme. Est-ce que je peux travailler avec un masque? Donc du coup, à ce sujet, on a un texte d'il y a plusieurs semaines maintenant du HCSP qui donne les consignes de personnel soignant en cas de possibilité de le faire. Donc, c'est-à-dire que le soignant qui n'a pas d'autre solution et dont l'arrêt, ça pourrait arriver, peut mettre en péril les patients qu'il devrait prendre en charge au nom d'un bénéfice-risque voilà, évident. On lui conseille de prendre toutes les précautions, de mettre son masque, de respecter les mesures barrières et de consulter en permanence avec le masque et de travailler quand même. Le cas où le soignant, ce qui normalement devrait arriver la plupart du temps, peut être remplacé, que ce soit remplacé ou assisté de ses collègues en cas de cabinet à plusieurs pour le libéral ou en hospitalier, le soignant s'arrête en effet et respecte une durée d'isolement de 14 jours. Si nous sommes isolés dans le cadre d'un contact tracing, pouvons-nous bénéficier d'indemnité journalière et si oui, qu'en en est? Je parle pour des médecins. Là, je m'adresse à Madame Magnette. Excusez-moi, je n'ai pas entendu. Alors, si nous sommes isolés en tant que professionnel libéral dans le cadre d'un contact tracing, pouvons-nous bénéficier d'IJ et sous quelle procédure? Faut que je Actuellement, les médecins bénéficient d'indemnités journalières par l'assurance maladie en cas d'arrêt quand ils sont Covid. Et s'ils sont repérés comme contact tracing, est-ce que pour moi, ils vont bénéficier? Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais c'est la même chose. Je me renseigne. Merci Madame Padiette, on va le noter. Donc, pour les arrêts de travail, certaines personnes qui avaient été placées en arrêt de par leur fragilité jusqu'à une date postérieure au 1er mai réclament maintenant un certificat d'isolement à dater du 1er mai. Est-ce que leur arrêt de travail n'était plus valable s'il dépassait le 1er mai? Est-ce qu'il faut vraiment faire ce certificat d'isolement à la date du 1er mai ou est-ce qu'on le fait à la date d'échéance de l'arrêt de travail précédent? S'il a un arrêt de travail, vous le faites à la date d'échéance. Ça nous paraissait évident, mais c'est des demandes soit d'employeurs, soit de patients et qui nous reviennent régulièrement. Donc c'est pour ça que on le fait bien à la date d'échéance de l'arrêt de travail. Mais leur arrêt de travail demeure valable. Ça reste un arrêt de travail valable. S'il a été fait avant le 1er mai. Avant le 1er mai. D'accord.
D'accord, d'accord. À partir du 1er mai, après, vous avez le décret qui précise toutes les listes de patients pour lesquels vous ne pouvez pas faire un arrêt de travail, mais ils sont pris dans le cadre du chômage partiel. D'accord. Donc, la stigmatisation des patients SDF par les patients, alors les patients SDF qui sont soignés dans la maison médicale d'un de nos confrères, qui sont stigmatisés par les autres patients. Y a-t-il une attitude particulière? Quelle attitude adopter? Comment faire en sorte pour que ces patients soient considérés pas systématiquement comme des patients Covid? Est-ce qu'ils ont plus de risques de l'être Covid que l'ensemble de la population, ou est-ce qu'on a remarqué des situations sociales dans lesquelles on avait des cas Covid plus importants que d'autres? Est-ce que c'est une population particulièrement exposée ou à risque? Qui peut répondre, madame le docteur Louchet? Elle peut peut-être répondre. Le docteur Louchet, vous pouvez peut-être répondre sur cette question. Madame Louchet, Oui. vous souhaitez répondre sur cette Oui, question? j'avais commencé à répondre au confrère là en chat. En fait, il parlait d'un patient particulier qui ne porte pas de masque. Donc là, qui est effectivement stigmatisé par les autres dans la salle d'attente. Bon, après, comme je lui ai répondu, il n'y a pas de formule magique. En fait, il faut essayer de faire de la pédagogie, puisque là, en fait, l'idée, c'était que certains voulaient que les sièges occupés par ce type de patients soient désinfectés d'autres. Donc, ça ne s'attrape pas par là. Donc, à part faire de la pédagogie, malheureusement, il n'y a pas d'autre solution. Si tout est en place, le respect de la distance, etc., il n'y a pas de solution toute faite pour essayer. Il faut réexpliquer aux gens que c'est l'ensemble des mesures mises en place qui permettent la prévention. Le port du masque n'est qu'une mesure parmi d'autres et la distance fait mieux que le port de masque. Et puis, le renforcement du bio-nettoyage et l'hygiène des mains avant de partir de la maison médicale, en fait, suffira à empêcher la contamination par les mains, la contamination à partir de ce siège qui aurait été occupé par ce monsieur qui ne porterait pas de masque. Donc, à part réexpliquer ça régulièrement, j'ai pas d'autre idée, en fait. Il n'y a pas de... Vous pouvez nous rappeler les consignes, le mode d'exercice que vous conseillerez à un confrère généraliste ou à un confrère spécialiste dans son exercice afin de justement limiter la contagiosité suite à notre exercice professionnel? C'est ce qu'on a essayé de mettre dans le petit protocole qu'on a fait avec le CEPIAS et puis qu'on a travaillé aussi avec l'URPS Chir Dentaire qui est pour toutes les URPS, c'est de concevoir ça comme un ensemble de mesures et vraiment de tout. Si on cumule l'ensemble de ces mesures, on réduit fortement le risque. On ne peut pas le faire complètement disparaître, mais on le réduit. Donc il y a plusieurs choses. Il y a effectivement l'organisation des salles d'attente, le fait d'organiser la distance physique. Alors, il ne faut pas oublier qu'au-delà des patients, il faut aussi penser à ses collègues, si on exerce à plusieurs, par exemple, si on a une secrétaire, etc., qu'on est tous possiblement porteurs de ce coronavirus. Donc, ne pas oublier de garder ses distances avec tout le monde. Porter un masque en permanence en tant que professionnel, un masque chirurgical, sauf acte à risque d'aérosolisation, auquel cas on met un FFP2, faire désinfecter les mains des patients, faire des plages horaires pour ne pas mélanger les patients à risque de forme grave et les patients possiblement Covid, parce qu'ils ont des symptômes qui font penser. C'est toutes ces mesures-là qui vont en fait renforcer le bio-nettoyage des surfaces fréquemment touchées. Il y a encore, on a tout listé dans notre petite procédure qui est assez courte et c'est l'ensemble de ces mesures-là qui va permettre en fait de diminuer la présence du virus dans l'environnement et donc la contamination secondaire par les mains. Et après, la protection directe du praticien, c'est le port du masque en continu, le port du masque par le patient si c'est possible et en dehors des actes qui vont l'obliger à l'enlever, parce s'il faut lui examiner la gorge, et puis le port de lunettes de protection s'il y a un risque de projection de liquide biologique dans les yeux. Et moi, je dirais le port d'une tenue professionnelle dédiée, changée tous les jours. Et avec ça, on est déjà pas mal. Y a-t-il des masques
Alors, à ma connaissance, en masque grand public, il y en a, mais après, tout dépend comment les gens arrivent à s'approvisionner. Certaines villes en ont distribué des modèles de plusieurs tailles, mais ça, je pourrais pas vous dire ce qu'il en est à Amiens, parce que pour l'instant, on n'a pas été doté par la mairie, par exemple. Ça se trouve sur les sites, hein, Internet, etc. C'est juste une question de taille. Après, faire porter un masque à un très petit enfant, de toute façon, c'est mission quasiment impossible. Hein. Donc, il faut être raisonnable sur le port du masque. En dessous, je dirais, ma fille, elle a 10 ans, elle en porte un. Je pense en dessous de 9-10 ans, c'est quand même un petit peu compliqué. Ouais. On a reçu des dotations de masques pour nos patients, mais dans ces masques, c'est uniquement des masques adultes. Est-ce qu'il est envisagé de nous fournir à un moment des masques pour enfants? Dans les cabinets, vous voulez dire? Oui, dans les cabinets, oui. Moi, j'ai pas la réponse à la question sur allez-vous être doté. Après, est-ce qu'il est opportun de faire porter un masque à un très petit enfant? Tout dépend de l'âge de l'enfant. S'il s'agit vraiment d'un écran anti-postillon chez un enfant d'âge moyen, même un masque un peu trop grand, il fera déjà une partie du travail, hein, si on applique la barrette nasale et qu'on le déploie. Donc, il ne faut pas non plus mettre… si le masque, c'est dans le sens de l'émetteur vers le récepteur de particules, un écran, c'est un écran en fait, hein, c'est un écran facial. Donc, même s'il est un petit peu grand et qu'il baille un peu, il fera quand même le travail parce qu'il sera en fait devant la bouche. Hein. Je vous rappelle que quand même que le New England a fait une étude, a montré que la projection des postillons par la parole était arrêtée par un gant de toilette humide. Donc ça arrête tous les postillons. C'est-à-dire que c'est le fait de mettre quelque chose devant la bouche. Là, on ne parle pas de la protection, où là, c'est effectivement les fuites sur le côté qui laissent rentrer les particules. Là, on parle dans l'autre sens, et là, c'est un écran. Voilà, le fait d'avoir quelque chose devant le nez et la bouche, et en particulier devant la bouche, parce que c'est quand même comme ça qu'on émet le plus, si on n'éternue pas, c'est déjà pas mal. Et après, en dessous d'un certain âge, je ne suis pas sûre que faire porter un masque à un enfant, ce soit très pratique, il risque de beaucoup y toucher. Enfin voilà, après, c'est que mon avis personnel. Hein, mais n'importe quel masque pourra faire une partie du travail, même s'il est un petit peu grand, dans le sens de l'émission de particules. Donc même le masque 2 €. Alors non, parce qu'il est sur les yeux, mais mais même voilà. Enfin après. Sauf le masque 2 €. Mais est-ce que l'ARS envisage de nous fournir des masques de taille enfant? Alors, c'est pas à notre main les masques, on l'a déjà un peu expliqué. C'est les dotations, elles sont au niveau national, c'est État. On n'a pas du tout de prise sur les dotations qui arrivent, les tailles, les quantités. C'est décidé au niveau national. On peut remonter s'il y a des sujets, mais on n'a pas la main. Dans la dotation de cette semaine, il y a normalement une dotation de masques enfants. Ah d'accord. D'accord. Mais qui ne sera pas renouvelée. Dans le circuit d'officier. D'accord. Ah non, ça on ne sait pas si elle sera renouvelée ou pas. Hein. Je ne sais pas si on a cette Il est écrit, paraît-il, qu'elle ne sera pas renouvelée, nous dit Madame Depeau, directrice de l'URPS. Elle l'a certainement lu quelque part. Donc, si Caroline le dit, c'est sûrement vrai. Mais, Caroline le dit, c'est sûrement vrai. Ouais. Par contre, actuellement, en consultation, le médecin qui va examiner un enfant fébrile, qui est en âge de bénéficier d'un test PCR, doit-il confiner l'ensemble des personnes contacts, des personnes qui ont été en contact avec lui dans les 48 heures qui précèdent, avant le résultat de la PCR? Madame Panager, Oui, en attendant le résultat du test, si le diagnostic est fortement évocateur, il faut suivre effectivement les recommandations en cas de positivité attendue. Donc oui. D'accord. Okay. Est-ce qu'on a une idée du niveau de fréquence de la maladie chez l'enfant par rapport à l'adulte? Est-ce que c'est beaucoup plus rare? Est-ce que vous avez une idée maintenant de la diffusion de la pathologie chez l'enfant? Est-ce que le pourcentage, on a annoncé 6% de personnes qui avaient fait une séroconversion. Est-ce que cette proportion est identique, quelle que soit la tranche d'âge, ou est-ce qu'elle est différente?
différente selon la tranche d'âge. J'ai pas donné de sérologie chez l'enfant. Je suis pas sûre qu'il en existe à ce jour en France, à part des études sporadiques sur des petits nombres. Mais en tout cas, sur les prélèvements réalisés chez des enfants symptomatiques et asymptomatiques, oui, on sait que les enfants sont très peu concernés par la pathologie encore à ce jour, effectivement. Mais c'est pas basé sur des sérologies. Et que penser de la fermeture de certaines écoles jusqu'au mois de septembre? C'est une décision qui va au-delà de ce que je viens de dire, puisque c'est le déconfinement lié à la reprise de l'école dont il était question quand le Conseil scientifique s'était positionné sur la non-reprise de l'école. C'était sur des mesures plus larges de déconfinement qui paraissaient peut-être un peu précoces. Alors, lors du dernier webinaire, Monsieur Champion s'était engagé à intervenir auprès du rectorat pour limiter justement ces fermetures d'écoles et surtout pour permettre la continuité de l'accueil des enfants de soignants. Qu'en est-il? Est-ce que vous avez des réponses formelles? Est-ce que on peut être assuré que tous les enfants de soignants seront accueillis dans les écoles comme c'était le cas avant le déconfinement? Alors, c'est certain qu'il l'a fait parce que ça, j'étais à côté de lui. Pour le coup, ça, je peux me confirmer. Par contre, je ne sais pas s'il y a des blocages. Je ne sais pas si le sujet sera réabordé. Mais si vous nous faites remonter, il s'était engagé auprès de vous. S'il y avait des situations, elles doivent lui être remontées et il agira en fonction. Eh bien, je pense qu'on va faire remonter la question du confrère qui nous l'a posée il y a une quinzaine de minutes et on va vous la retransmettre parce qu'il nous a expliqué qu'en réalité, les municipalités, les écoles se renvoient la balle actuellement. Donc, sur ce cas particulier, on vous fera remonter sa question. Ouais. Alors... Et donc, beaucoup de questions, il y a de multiples questions en disant qu'effectivement, on a quelques réponses, on a encore beaucoup de procédures qui sont en train de s'élaborer pour lesquelles on n'est pas finalisé, mais c'est vrai qu'on a voulu faire ce webinaire dès le début de la nouvelle procédure. Ça nous paraissait très, très important de le faire très précocement. Et c'est vrai qu'on ne peut pas apporter de réponse à toutes les questions que vous posez. Et vous vous en doutez bien. Là maintenant, on a un autre groupe de questions sur l'immunité, la contagiosité. En quoi les cohabitants de personnes vulnérables devraient-elles rester confinés avec elles? Aller au travail ne présente pas plus de risque de se contaminer que d'aller faire ses courses ou conduire les enfants à l'école. Il suffit à mes yeux qu'elles fassent chambre à part, portent des masques et se lavent fréquemment les mains. Qu'est-ce qu'on peut répondre à cette proposition? Attendez, que je la retrouve parce que. Ouais. Parce que la question, elle était pas, je la trouvais pas très claire. C'est-à-dire que les gens, effectivement, au sein d'un même domicile, si c'est possible. Enfin, il faut essayer d'éviter les contacts intrafamiliaux pour diminuer le nombre de cas. Ça dépend après de l'âge des enfants, etc. Parce que de toute façon, on ne pourra pas forcément le faire. Il faut bien s'occuper des autres membres de la famille selon leur âge. Mais effectivement, faire chambre à part et se laver soigneusement les mains, garder ses distances, quand vraiment on se rapproche, c'est déjà une... Et après, nettoyer régulièrement ce qui peut être contaminé et ouvrir les fenêtres, c'est déjà pas une garantie, mais c'est déjà des moyens assez simples de diminuer fortement le risque de contagion entre personnes d'une même famille. Après, ça l'annule pas complètement, bien sûr. Hein.
Non, là, on parle essentiellement de la protection des personnes vulnérables. C'est-à-dire qu'actuellement, nous devons mettre en arrêt de travail les personnes qui cohabitent avec une personne vulnérable. C'est ce qui nous est recommandé. On doit leur faire un certificat d'isolement. Exemple, IMC au-dessus de 30, je dois rédiger un certificat d'isolement pour les personnes qui résident avec cette personne vulnérable. Et la question du confrère est de dire est-ce que j'ai pas plus de risques à le contaminer en restant à la maison, en allant faire mes courses, etc. Est-ce que ça augmente réellement le risque d'aller travailler que de ne pas travailler? Bah, ça l'augmente forcément. Enfin, si vous allez, tout dépend où vous travaillez et combien de personnes vous voyez au bureau et quels moyens de transport vous prenez pour aller au bureau. Mais si vous prenez ce qui diminue quand même le risque de contamination de la personne vulnérable qui est à la maison, c'est moi en tant que personne qui va à l'extérieur, moins j'ai de contacts, moins je risque d'attraper le virus. C'est bien sûr qu'en faisant mes courses, le risque n'est pas nul, mais enfin malgré tout, il y a de plus en plus de gens qui portent des masques dans les grandes surfaces. Je reste pas très longtemps, je ne parle à personne, je croise quand même assez peu de monde. Et plus je vais multiplier mes contacts et plus je vais risquer d'attraper. Enfin, c'est mathématique, c'est-à-dire que moi, ça me paraît prudent. Après, je dis, enfin, voilà, j'ai pas de réponse stricte, mais c'est évident que si on prend 2 lignes de métro, qu'on va bosser et qu'on a plusieurs dizaines de personnes sur son lieu de travail, même en faisant un peu attention, on multiplie par autant le risque de rencontrer quelqu'un qui est porteur et à son tour de devenir porteur et de le ramener à la maison. Enfin, c'est bien la diminution des contacts sociaux qui a fait l'aplatissement de la vague. Hein. C'est quand même assez net. Donc, ça me paraît prudent. Ça paraît prudent, tout à fait. Donc, autre question qui vous est posée aussi à vous, Madame Lochet, c'est quelle durée d'isolement et quelles consignes concrètes données aux patients Covid+, c'est toujours les mêmes. Qu'en est-il des durées d'isolement, des cas contacts asymptomatiques? En est-on toujours sur une période de 14 jours à partir du début du symptôme? Alors, il y a eu pas mal de choses écrites hein, sur le suivi des patients Covid et Covid guéris, et en particulier le CEPIAS Île-de-France a fait un tableau synoptique, en fait, un tableau de suivi. Les règles ont été établies sur les critères de guérison et sur combien de temps après les critères de guérison on devait porter un masque pour protéger les autres, selon qu'on est un patient lambda ou un patient immunodéprimé. Donc, je vais peut-être pas tout remettre parce que c'est assez, ça dépend si le patient est immunodéprimé ou pas, donc à risque de portage prolongé du virus. Tout ça, c'est écrit dans les documents. Enfin, il y a rien de nouveau à ma connaissance sur le sujet. C'est-à-dire qu'on reste une fois qu'on est considéré comme guéri, on reste sur un port de masque encore pendant 7 jours ou 14 jours après 48 heures après la disparition des signes cliniques. Sophie pourra me corriger. Et après, de toute façon, il faut. Là, si on parle des patients en ville, je pense qu'après, il faut revenir à quelque chose d'une vie plus normale, sachant que de toute façon, on porte tous un masque dans un certain nombre de situations. Donc, de toute façon, le niveau de mesure est quand même maintenu, même après, puisqu'on va continuer à porter un masque dans les transports, etc. Donc, tout est écrit. Hein. Je pense qu'il n'y a eu aucune modification là-dessus. On reste sur la même durée d'incubation. On est toujours sur la notion des 14 jours. On est toujours sur ces notions de 14 jours et de port de masque, de prudence une fois que les gens sont guéris. Alors, bien sûr, on va me répondre qu'il y a des gens qui ont des PCR positives très longtemps après. On nous demande si on sont contagieux. Moi, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas si Sophie l'a. Je pense que c'est des choses qu'on ne sait pas bien encore. En centre de rééducation, nous, ce qu'on a recommandé en plus, c'est que les Covid guéris ne soient pas mélangés avec des gens qui n'ont jamais eu le Covid et qui seraient fragiles, des patients, je parle. Mais là, si on parle en ambulatoire, à part garder une grande prudence vis-à-vis des personnes vulnérables, mais ça, de toute façon, il faut qu'on continue à le faire d'une façon générale. Une fois que le patient est au-delà de 14 jours après la guérison,
il reprend sa vie normale. Enfin, je ne sais pas si Sophie veut compléter, mais je pense qu'à un moment donné, il faut bien lever les mesures. On va pas faire des PCR à tout le monde pendant des mois. Et enfin, voilà, il faut bien, à un moment donné, plus de symptômes. On est au-delà de 14 jours, de 7 jours ou de 14 jours après la disparition, après la guérison. Enfin, on reprend sa vie d'avant. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Hein. Je veux pas m'avancer davantage, mais je sais pas si Sophie veut compléter. Bon. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, en effet, sur les données scientifiques, non, rien de nouveau non plus à ma connaissance. Et ce qui est dit, c'est que la charge virale au niveau nasopharyngé notamment diminue quand même drastiquement après J5, encore plus après J7. Oui, on peut retrouver encore du virus plusieurs jours après. Après, dans ces cas-là, sur les données qu'on a actuellement, nous avons des cultures virales qui ne poussent plus, c'est-à-dire que c'est du génome viral probablement résiduel, squelettique. Et actuellement, effectivement, il faut rester vraiment très très prudent quant à cette question de contagiosité, parce qu'il manque encore des données, enfin, les recherches sont en cours, mais ce qu'on sait actuellement, c'est que vraiment les cultures virales ne restent pas des semaines positives actuellement à notre connaissance. Ça, c'est rassurant, avec déjà une baisse vraiment drastique de la charge virale, donc de la RT-PCR, à partir du 5e jour. Donc avec les mesures préconisées par le HCSP, qui a bien rappelé ma collègue Madame Locher, effectivement, à l'instant, on pense qu'on est pour le moment prudent au vu des données qu'on a, en effet. Ouais. Autre question, là, c'était sur les enfants. Doit-on considérer tout enfant faisant de la fièvre comme étant un patient susceptible Covid? Du coup, sur les enfants, je pense qu'il faut plus demander aux pédiatres, hein, comme je l'avais précisé. On va plutôt raisonner sur les cas adultes en termes d'infectiologie, parce qu'il y a quand même des spécificités pédiatriques. Voilà, je pense qu'il faudrait demander l'avis de l'équipe de pédiatrie plutôt. Alors, parce que la question qui en découle, c'est le fait que les nourrices agréées refusent d'accepter les enfants actuellement qui font de la fièvre tant qu'un médecin n'a pas affirmé que cet enfant n'était pas porteur du Covid. Est-ce que vous avez eu des informations? Est-ce que c'est une information qui a été donnée, un conseil qui a été donné aux nourrices agréées? Est-ce que c'est une attitude logique ou que doit répondre le médecin vis-à-vis de ça, à votre avis? Je pose la question à la fois à Madame Panager, je pose aussi la question à l'ARS pour savoir si vous avez émis des recommandations dans ce sens. Pardon, je vais retirer le micro. Pas à ma connaissance, on n'a pas émis ce genre de recommandations, je demande ma collègue, mais moi ça me dit absolument rien. Absolument rien. Donc, la pratique serait de faire en sorte que la nourrice puisse accepter l'enfant. Dans ce cas-là, comme oui. Bah, dans les conditions où il puisse être accepté et avoir un état physique qui le permette. Merci de votre réponse. Est-ce que nous avons une preuve d'une acquisition d'immunité ou non? Panager. Alors, on commence à avoir quelques données sur le sujet, très très modestes, mais on commence à avoir des données. Donc, ce qu'on peut dire sur ce sujet, je pense qu'il faut d'abord rappeler que la détection d'anticorps, donc IgG ou IgM, ne sont pas corrélés à une immunité. J'entends par là, être immunisé, c'est être en capacité donc de faire face à un nouveau contact avec le virus. Et donc pour ça, il faut pas seulement avoir des anticorps, il faut les avoir, mais pas seulement, il faut que ces anticorps soient neutralisants. Et les tests sérologiques dont on parle depuis le début de la soirée sont des tests qui n'explorent pas cette action des anticorps. Donc les tests dont on parle seront capables de dire oui, on a rencontré le virus ou pas, mais ne peuvent pas donner le
pouvoir de l'action, le pourcentage d'action des anticorps du point de vue de la neutralisation. Donc ça, c'est la première chose à dire. En tout cas, en termes de données scientifiques, là, oui, on a des données qui disent qu'on a des anticorps neutralisants. Alors, il semblerait qu'ils soient plus en nombre sur des formes plus sévères, mais on manque de recul pour pouvoir bien confirmer vraiment c'est pas le pourcentage le bon mot, mais ce taux de réaction, on va dire, de l'immunité en termes de neutralisation. Et surtout, la grande question, c'est la durée de ce côté immunisant. Pour le moment, nous ne l'avons vraiment pas. Compte tenu de la très faible circulation du virus actuellement, quel est le pourcentage pressenti de reprise épidémique? Alors là, je pense que c'est vraiment trop tôt pour se prononcer. On est au 3e jour du déconfinement. Ça va dépendre de beaucoup de choses. On est déconfiné, mais avec beaucoup de consignes, beaucoup de mesures à respecter. Donc je pense que l'évolution en termes épidémiologiques va dépendre du respect, notamment de ces mesures barrières, de la capacité qu'on aura, nous tous, à gérer le début des clusters. C'est pour ça qu'on y travaille, que l'ARS y travaille beaucoup. Ça dépend de tout ça. Donc là, aujourd'hui, c'est vraiment trop tôt pour dire quoi que ce soit et faire des prévisions. Il existe des modèles mathématiques français et internationaux, mais là, on a surtout un raisonnement et des modèles à actualiser demi-journée par demi-journée. Oui. Ça nous donnera l'occasion de faire un nouveau webinaire dès qu'on aura des réponses à ce genre de questions. Donc, nous avons une consoeur qui a été agressée ce jour par une patiente qui lui reproche de l'avoir contaminée. La question, Madame Locher, comment peut-on répondre à ce... C'est très difficile de répondre à ce genre de choses. En fait, nous, depuis le début de cette histoire, on a déjà du mal, même à l'hôpital, à savoir où est la poule et où est l'œuf, en fait, très très souvent. Quand on a des clusters qui redémarrent dans des services non Covid, ce qui arrive, on n'arrive absolument pas à savoir qui a pu contaminer qui. C'est quand même assez difficile, puisqu'il y a un taux d'asymptomatique élevé. Donc, c'est vraiment très, très difficile. Répondre à cette consoeur, c'est possible en théorie, tout dépend si elle portait un masque, elle portait pas de masque, est-ce qu'elle-même a eu le Covid ou pas, mais l'agressivité des patients, malheureusement, elle repose sur elle est compréhensible dans le contexte général, mais je sais pas quoi lui dire, quoi. On peut pas, elle peut aussi l'avoir attrapée tout à fait ailleurs, cette dame, à l'évidence. Je sais pas si vous avez vu comment les gens portent leur masque dans la rue, quand même, voilà. Les gens font attention ou rejettent la faute sur ce qui leur semble être la source évidente. Mais la source évidente, ça peut être votre voisin, votre frère, voilà, on est dans des choses de toute façon assez irrationnelles. J'ai pas de réponse à donner. Il y a pas de réponse à donner à ça, malheureusement. Je sais même pas si elle peut rassurer la patiente en lui disant qu'elle pourra pas lui garantir que c'est pas elle, mais voilà, j'ai pas de réponse à donner à ma consoeur plus que ça. Il faut dédramatiser et expliquer qu'en fait, voilà, tout le monde peut être le Covid de quelqu'un. Enfin, on peut tous se contaminer les uns les autres et il faut se garder d'accuser qui que ce soit. Mais voilà, on est dans l'humain pur et dur là. Est-ce que on a quelques réponses, début de réponse sur un éventuel vaccin qui serait en cours d'étude, ou est-ce qu'on a un début de commencement de réflexion? J'ai pas le micro, ça y est, j'ai le micro. Oui, on a
heureusement plusieurs pistes et nombreuses équipes sur toute la planète qui y travaillent. Pistes sérieuses, ça dépend de ce qu'on appelle sérieux. Il est question, d'après les scientifiques et les virologues français, de plusieurs longs mois encore d'attente quant à l'obtention d'un vaccin qui serait efficace et efficient. C'est un nouveau virus, donc ça demande de nombreuses étapes. Mais oui, des équipes sur le coup, oui. On nous repose la question de l'isolement. Faut-il isoler les personnes asymptomatiques dans l'attente des résultats de PCR? Est-ce qu'il faut les mettre à l'isolement immédiatement? En parlant des personnes contacts. Alors, si c'est les contacts du cas qu'ils ont été contrôlés, je comprends qu'ils ont été contrôlés par PCR et qu'ils sont asymptomatiques, ou c'est avant que la PCR du cas index soit revenue? Je n'ai pas très bien compris la question. Alors, avant que le résultat de la personne PCR soit revenu. Dans le foyer familial, alors oui, il faut préconiser l'isolement. Alors, l'isolement, mais à quelle échelle? C'est-à-dire que est-ce que c'est l'isolement de toutes les personnes contactées 48 heures avant, ou c'est uniquement Toutes celles qui sont considérées comme contacts à risque, en attente du résultat, on préconise l'isolement. D'accord. J'ai une autre question. J'ai ma fille qui est étudiante et qui va rentrer de San Francisco le 13 mai. Sera-t-elle testée à son arrivée à l'aéroport? Devra-t-elle systématiquement être confinée 14 jours? Si oui, devra-t-elle être confinée dans un hôtel à proximité de l'aéroport ou près de son lieu d'habitation? Quid de la gestion de son isolement? Est-ce que cet isolement est pris en charge? Comment les choses vont-elles se passer? Alors, je suis un peu navré, je n'ai pas la réponse. Là, j'avoue, je ne sais pas. Je ne sais pas si les frontières sont ouvertes. Je crois comprendre que l'espace Schengen n'est pas concerné pour les isolements. Au-delà, je ne sais pas. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a la réponse. Non, il n'y a pas de consigne au niveau de l'assurance maladie. Peut-être juste… Ouais. Je me permets de rebondir du coup parce qu'on en a parlé tout à l'heure et alors je ne sais pas si les relations internationales modifieront les règles par rapport à l'isolement, mais sur la partie, en tout cas la question de l'isolement à l'hôtel ou pas et de la prise en charge, je reviens sur l'accompagnement social et le principe de l'isolement. L'idée est bien que l'isolement ce soit dans le milieu privilégié à domicile si c'est possible. Donc probablement que la question se posera par exemple pour cette personne qui revient de l'étranger et l'accompagnement, ce qu'on appelle l'accompagnement social, c'est en fait toutes les mesures qui permettront de favoriser le maintien à domicile d'une personne qui pourrait être isolée ou qui, du fait de l'isolement et du confinement, ne puisse pas y faire ses courses, donc portage de repas, et puis accompagnement après, loisirs, etc. Donc, et dans ces cas-là, si l'isolement à domicile n'est pas possible et qu'aucune mesure facilitante ne puisse être mise en place pour le domicile, un hébergement pourrait être proposé. Et dans ces cas-là, l'hébergement est pris en charge, c'est-à-dire, oui, il n'est pas payant. Votre réponse. Là, on nous pose beaucoup de questions sur les mises à jour des données, sur les études thérapeutiques en cours, etc. Est-ce que vous avez du neuf sur la physiopathologie concrète de la maladie, avec du coup des thérapeutiques innovantes, avec des études, des résultats préliminaires d'études en cours? Est-ce que vous avez plus d'informations? Oui, on a plus de données, fort heureusement, sur plusieurs domaines, sur l'impact du virus sur les voies respiratoires, l'impact du virus sur le système immunitaire. On a beaucoup parlé de cet orage cytokinique qui survient à J8, J9, J10. C'est sur ces nouvelles, entre guillemets, pas si nouvelles que ça, mais dernières données notamment que des essais sont en cours, type anti-IL-6, des médicaments comme ça. Donc oui, bien sûr. En tout cas, à ce jour, pas de thérapeutique qui montre son efficacité sur des essais cliniques randomisés.
avec une puissance suffisante. Donc à ce jour, malheureusement, la même chose que ce que j'ai pu vous dire il y a 6-8 semaines, pas de thérapeutique à retenir. Là, les patients qui bénéficient de traitements sont dans des essais cliniques pour les patients du CHU. De nouvelles pistes, oui. Vous avez peut-être vu dans la littérature des essais qui sont en train de démarrer et des projets, notamment sur des antiparasitaires. Il y a un projet en cours au niveau local, au niveau régional. Une des pistes également, parce qu'on a beaucoup parlé des patients hospitalisés, des patients en réanimation. Et c'est difficile, on comprend bien en médecine ambulatoire de ne rien proposer aux gens. Dans ces gens-là, il y a des gens qui vont s'aggraver, on le sait bien. Donc dans ce contexte, au vu des dernières données, oui, il y a des projets qui cibleront, ce qui n'avait pas été le cas jusque-là, qui cibleront les patients ambulatoires. Donc on y reviendra quand on aura plus de précision, enfin voilà, quand les choses seront précisées. C'est à l'état de projet pour le moment. Alors, est-ce qu'on a plus d'informations sur l'attitude du système de santé à Hong Kong, où apparemment ils ont traité de façon très précoce en trithérapie virale tout patient suspect ou tout patient même asymptomatique très très tôt, et ils en sont actuellement à 4 morts pour 7 millions d'habitants, avec un isolement immédiat en milieu hospitalier et une trithérapie antivirale. Est-ce qu'on a fait des expérimentations en Europe sur ce type de comportement ou ça n'est pas envisagé? Je ne connais pas cette étude, très sincèrement. Je ne connais pas les 3 antiviraux dont vous parlez. Des antiviraux sont en cours d'étude, oui, ça c'est sûr, en Europe et en France. Des antiviraux x3, pas à ma connaissance. Je ne connais pas cette étude ni ces molécules, pour le coup, on pourra regarder. Est-ce qu'on peut faire un point sur les signes de forme atypique, alors les signes neuro, les signes dermato, les signes ophtalmo, et les signes particuliers de population, par exemple pédiatrique ou du très grand âge? Donc, du coup, je pense qu'il faut rappeler déjà les signes généraux, hein, qui restent une infection respiratoire aiguë avec ou sans fièvre ou une sensation de fièvre. Il faut également rappeler effectivement qu'il y a des catégories de patients à prendre en compte. Si on commence par parler des sujets âgés, donc plus de 80 ans, effectivement, toute manifestation survenue de symptômes brutaux vont pouvoir, qui font partie de la liste suivante, vont pouvoir faire orienter vers un Covid. Donc, on parle là d'une altération de l'état général brutale, inattendue, de chute répétée. Là, je suis en train de lire la définition du HCSP. Une apparition ou l'aggravation de troubles cognitifs de façon brutale, syndrome confusionnel, à nouveau brutal, inattendu, non habituel, des diarrhées avec ou sans fièvre, et puis la décompensation de pathologies antérieures. Donc là, forcément, quand on a dit ça, on a donné à peu près tous les symptômes gériatriques. Voilà. Donc, l'idée, c'est que le diagnostic de Covid ne peut pas être écarté et ne pas être oublié d'emblée chez cette population très particulière des plus de 80 ans, qui est habituellement déjà compliquée sur le plan symptomatologie infectieuse en dehors, bien avant le Covid, notamment parce qu'ils font des tableaux atypiques, sans fièvre. Et donc là, dans le contexte de Covid, on est également dans la même situation. Donc, garder le diagnostic de Covid dans un coin de sa tête. Ce qu'il faut vraiment retenir, là, sur ce qu'on sait maintenant, c'est vraiment les diarrhées. On l'avait déjà dit, mais ça reste vrai, avec ou sans fièvre, avec ou sans douleur. On a aussi ce qui est expliqué par une rupture avec l'état antérieur de façon plus générale. Ce qu'on retrouve aussi vraiment, c'est les chutes chez quelqu'un qui n'était pas du tout chuteur, qui n'a pas du tout d'autres explications pour la chute. Pour les patients en population générale, les signes pas nouveaux, dont vous avez déjà entendu parler, mais pour résumer, des myalgies inexpliquées, même sans fièvre, vraiment quelqu'un qui est très très myalgique, quelqu'un qui a des
grosse et intense céphalée sans pathologie migraineuse connue. Quelqu'un qui a, et ça vous le savez bien maintenant, une anosmie ou une hyposmie sans rhinite associée, c'est vraiment l'anosmie nue, avec ou sans agueusie, tout ça, ça peut évoquer du Covid. Voilà, après sur les signes, donc ça c'était la définition actuelle, hein, réactualisée il y a quelques jours par Santé publique France et intégrée dans le HCSP du 7 mai. Ensuite, sur les signes dermatologiques et neurologiques, le HCSP précise bien que ce sont des signes sporadiques et qui ne font pas rentrer le patient dans la pathologie en termes de signes évocateurs cliniques. Ils n'ont pas été retenus comme signes évocateurs. On peut en discuter, ils ont pu être retrouvés chez les patients Covid+, mais ce n'est pas sur ce simple signe-là qu'on va déclencher le parcours Covid selon toujours le HCSP. Donc pour les signes cutanés, il s'agit de l'acrosyndrome et des pseudo, des engelures. Alors là, on est sur un signe cutané qui peut être en lien avec le Covid, mais qui est probablement tardif, qui arrive probablement tardivement. On a sinon des érythèmes, exanthèmes très aspécifiques qui ont pu être décrits. Et sur les signes neurologiques, oui, il est décrit des méningites, des encéphalites et des méningoencéphalites Covid+. Il a été surtout, ce qui est à noter au niveau neurologique, c'est surtout le lien, mais là on parle des patients graves, donc en réanimation on ne parle pas des patients ambulatoires. Il a été remarqué de fréquents AVC, hémorragiques ou ischémiques, mais là à nouveau j'insiste, hein, en réanimation, c'est pas le patient qui débute sa symptomatologie Covid comme ça. Après, de façon vraiment très éparse et sporadique dans la littérature, oui, on a des syndromes de Guillain-Barré, oui, on a des paralysies faciales, oui, on a des diplopies, voilà. Et ça, ce sont des choses vraiment très sporadiques pour le moment, et c'est pour ces raisons-là que ça n'a pas été retenu comme signe évocateur dans la définition du HCSP. Les symptômes digestifs, diarrhée, vomissements, etc., doivent-ils systématiquement entraîner la demande d'une PCR? Oui, au-dessus de 80 ans. C'est pas précisé par le HCSP, mais chez le patient immunodéprimé, je pense qu'il faut évoquer plus facilement le Covid sur une forme digestive. On en a eu, on l'avait déjà dit. Donc oui, dans ces cas-là, oui. Sinon, ce n'est pas le tableau classique habituel. Après, attention, bien sûr, aux définitions et au cadre. Le patient qui a un syndrome viral et qui vomit, qui a des nausées, oui, là, bien sûr, de par son syndrome viral, on rentre dans la suspicion Covid. D'accord. Et la rhinopharyngite chez l'enfant, comme suspecte de Covid, donc isolement, etc. Je ne réponds pas à la pédiatrie, toujours pas. Je ne réponds pas à la pédiatrie. Faut-il envisager une PCR pour ces enfants-là? Rhinopharyngite, là, je me tourne vers les biologistes. C'est la même question. Ça botté en touche aussi. Réponse que Madame Panager, je pense que là c'est vraiment un avis pédiatrique qu'il faut. C'est quand même des signes banaux, et de là à faire une PCR sur ce tableau, ça me paraît un petit peu hardi. Alors, les enfants, les asthmatiques, et adultes ou enfants, sont-ils plus à risque de faire un Covid, ou sont-ils plus à risque de faire une forme grave de Covid? Est-ce que les asthmatiques, qu'ils soient adultes ou enfants, sont plus à risque de faire un Covid, et sont-ils aussi, s'ils font un Covid, plus à risque d'une forme grave? Oui, bien sûr, ils sont dans les comorbidités citées pour le coup depuis le début. Les comorbidités se sont modifiées d'ailleurs. Hein, j'en profite. L'âge a été abaissé à 65 ans. Il y a eu quelques petites modifications. Enfin, ça fait déjà plusieurs jours, mais voilà. Mais en tout cas, oui, le patient asthmatique, bien sûr, sera à prendre en charge comme un patient à risque de forme grave, bien sûr, de Covid. C'est déjà le cas avec la grippe et d'autres virus respiratoires, mais avec le Covid, bien sûr. Alors, je peux apporter une réponse à la question tout à l'heure
accord sur l'éviction en retour d'un pays étranger. Donc, ça vient du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. La France n'imposera pas de quarantaine à toute personne, quelle que soit sa nationalité, en provenance de l'UE, de la zone Schengen ou du Royaume-Uni. Les dispositions concernant les autres pays sont en cours d'élaboration. Encore une non-réponse ce soir. Mais bon, pour l'espace Schengen, pas de période de quarantaine. Pour les autres, c'est à l'étude. Votre question était donc tout à fait pertinente, cher confrère. Est-ce que vous pourriez reclarifier la liste des pathologies qui sont considérées à risque, très haut risque de complications Covid et nécessitant encore actuellement un confinement? Alors, Madame Mariette pourra me corriger si je ne dis pas complètement les justes choses, surtout au niveau de l'arrêt de travail. S'il y a des nouvelles informations, je veux bien que vous complétiez après. En tout cas, sur le plan infectieux, dans les patients comorbides, donc j'en ai cité quelques-uns tout à l'heure, hein, on a l'âge à 65 ans, on a les pathologies cardiaques, les pathologies respiratoires, on a les patients immunosupprimés de façon iatrogène ou de par la pathologie, on a la grossesse au 3e trimestre, on a l'obésité, j'en oublie sûrement parce que là je les ai fait de tête, mais c'est à peu près ça. En tout cas, la question, je l'ai bien comprise, c'était en rapport avec le texte sorti il y a quelques jours sur l'indication de la prescription des masques par les médecins traitants pour les personnes à très haut risque. Donc du coup, effectivement, le texte est un petit peu flou. Il y a après cette phrase, il me semble, une parenthèse qui dit dont le patient avec immunodépression sévère. Donc effectivement, le texte est flou, c'est pas très bien cadré. On est en train là, nous, d'y réfléchir. Je ne sais pas s'il y aura une réponse dans les jours à venir au niveau institutionnel sur cette question. Nous, on est en train de cadrer un petit peu au niveau local, régional. Mais en tout cas, pour ce soir, ce que je peux vous répondre, c'est que de toute façon, les patients à très haut risque sont bien sûr les patients immunodéprimés avec une immunodépression anti-TNF, corticothérapie, chimiothérapie, les patients suivis pour un cancer, les patients suivis pour une pathologie hématologique maligne. Les patients très très obèses semblent aussi vraiment très très à risque. Les patients très âgés, alors vous allez me dire ça veut dire quoi très âgé? Effectivement, c'est pas défini par le texte, j'ai pas plus de définition à donner, mais a fortiori ceux de 85 ans, on va dire, seraient encore plus légitimes que ceux de 66 ans. Voilà, en gros c'est ça. C'est pour le moment on est obligé de faire du cas par cas sur les pathologies qui entraîneraient un plus haut risque que les comorbidités déjà citées. J'ai beaucoup de questions sur les masques. Comment prescrire les masques? Combien de masques prescrire pour les patients contacts, pour les patients PCR+, etc. Je ne sais pas qui veut répondre à cette question. L'ARS, la DCGDR ou... Allez, je demande à l'ARS. Vas-y, Nathalie. Je te laisserai compléter du coup pour les informations et comme ça pour la dotation. Effectivement, dans les officines ont été livrées cette fois pour, sans parler des prescriptions pour les patients, pour les professionnels et leurs étudiants, c'est aussi une nouveauté quand même par rapport aux anciennes dotations en officine. Pour les médecins, chirurgiens dentistes, biologistes médicaux, sages-femmes, infirmiers et professionnels en charge des prélèvements nasopharyngiens, des tests Covid, 24 masques par semaine. Et professionnels suivant étudiants, 18 masques par semaine pour les pharmaciens, les masseurs kinés, les manipulateurs en électroradiologie médicale, préparateurs en pharmacie, techniciens de laboratoire et biologie médicale. Par ailleurs, les médecins aussi vont avoir une boîte de 50 masques par semaine pour donner aux patients en attente de résultats de PCR. Il est préconisé de leur donner 4 masques, donc c'est l'équipe en fait dans l'attente du résultat PCR. Et par ailleurs, les personnes contacts, donc ensuite les malades atteints du Covid et les personnes contacts auront 14 masques par semaine, donc c'est 2 masques par jour, l'équivalent de 2 masques par jour.
délivrés directement sur prescription de l'assurance maladie, c'est ça? Pour les cas contacts, en fait, dès que il y a confirmation, vous allez avec soit votre attestation de droit, soit votre carte vitale. Vous n'avez pas besoin d'une prescription en tant que telle. Et le pharmacien vous retrouvera et verra en effet que vous avez le droit à la distribution de masques. Notation particulière pour les médecins qui rentrent ou les professionnels de santé qui rentrent dans le cadre des personnes vulnérables. Est-ce qu'on va leur fournir plutôt des FFP2? Est-ce que c'est prévu ou est-ce que rien n'est prévu dans ce cas-là? Pardon, je n'ai pas vu de dotation spécifique pour les médecins considérés comme vulnérables. Je ne sais pas si l'assurance maladie a une réponse, mais en tout cas, nous, à notre niveau, j'en ai pas là. Pareil, pas de réponse au niveau de l'assurance maladie. Pour revenir au masque, et là, je vais interroger Madame Locher. Y a-t-il, quelle est la différence entre un FFP2 et un FFP1? Est-ce qu'un personnel libéral vulnérable serait mieux protégé par un FFP2 que par un FFP1? Alors, il faut vraiment distinguer en fait les FFP chirurgicaux. C'est surtout ça la base de la différence. Entre FFP1 et FFP2, la différence est assez minime. Donc, il faut pas. Il y a des études qui ont montré qu'en fait, on pourrait même classer tous les FFP quasiment dans la même catégorie. C'est à quelques pourcentages de différence de filtration des particules submicroniques. Donc c'est pas, il faut vraiment pas, il faut mettre les FFP1, FFP2 et FFP3 entre guillemets dans le même paquet, sachant que les FFP3 en études de laboratoire font plutôt moins bien que les FFP2. Donc voilà, faut rester. Tout ça, c'est des appareils de protection respiratoire. C'est des masques qui filtrent et où du coup il y a une filtration. Le masque lui-même a une capacité de filtration extrêmement élevée des particules submicroniques. Il faut aussi se rappeler que le masque, que c'est une pathologie infectieuse respiratoire dite à transmission gouttelette. Donc, il y a des gouttes. Le masque chirurgical arrête en totalité les plus grosses gouttelettes et arrête également une bonne partie des très petites particules, sachant que la fuite, elle est sur le côté. C'est comme ça que ça peut rentrer. Donc, il faut en tout cas pas mettre sur le même plan les APR, les appareils de protection respiratoire, et les masques chirurgicaux. Nous, ce qu'on a indiqué, c'est le masque chirurgical et le masque de protection suffisant dans la majorité des cas, sauf geste à risque d'aérosolisation, où là, il faut porter un FFP2 pour se protéger justement de ces toutes petites particules. S'il y a je comprends très bien l'inquiétude des confrères, alors il faut qu'ils puissent se protéger différemment en fonction du risque auquel ils sont exposés. Il faut aussi se rappeler qu'au-delà du type de masque et de sa qualité de filtration et de ses capacités intrinsèques, c'est la qualité du port de masque, enfin la façon dont on le porte qui protège. Donc ce que j'ai dit tout à l'heure au téléphone à une des collègues de l'URPS, c'est qu'il vaut mieux, à mon sens, un chirurgical très bien porté qu'un FFP2 très mal porté. Ce qui doit rentrer aussi en ligne de compte, il faut que les confrères ils l'intègrent, c'est qu'il y a aussi la façon dont on supporte le masque qui va impacter la façon dont on le porte. Et donc, voilà, tout ça doit être pris en compte pour se protéger au mieux, sachant qu'il y a l'ensemble des mesures qui sont prises, le port du masque par le patient quand c'est possible, sauf évidemment s'il doit l'enlever pour être examiné, la désinfection régulière des surfaces. Tout ça concourt aussi à la diminution de l'aération des locaux qui va diminuer la présence de virus dans l'environnement, etc., etc. Et tout ça va contribuer à diminuer le risque. Donc voilà, il faut voir ça comme un ensemble et pas uniquement pas se focaliser uniquement sur le masque. Je pense que ce serait vraiment une erreur. Et ce serait presque, j'ai entendu tout à l'heure, j'ai vu passer tout à l'heure sur la toile les remontrances hier dans une émission d'un médecin généraliste vis-à-vis d'Olivier Véran sur le fait qu'elle devait laver ses FFP2. Il faut savoir qu'un FFP2 lavé perd ses capacités en fait de protection. Donc il vaut mieux porter des chirurgicaux que des FFP2 lavés. Ça c'est très très clair. Et après, ce que peuvent aussi faire les confrères, parce que ça me semble être quelque chose d'assez intéressant, c'est le port de la visière quand ils sont exposés de façon vraiment forte
à de la toux, Je par voulais exemple. vous poser, y a-t-il un intérêt à porter une visière ou des lunettes? Qu'est-ce qui est recommandé? Alors, plutôt en fait, la visière, enfin, les surlunettes et la visière ont le même objectif vis-à-vis de la protection des yeux. Donc, nous, on recommande de les porter quand on est exposé dans le cadre de la consultation à un patient qui expectore, enfin, qui émet beaucoup de gouttelettes, ou si on fait un geste, ça risque d'aérosolisation. À mon sens, le supplément de la visière, c'est qu'elle va protéger le masque lui-même, la face externe du masque, qui va permettre que la face externe du masque soit moins contaminée et que potentiellement on se contamine moins les mains et que les mains ne soient pas à leur tour un vecteur de contamination secondaire. Sachant que ce qui fait au bout du compte la contamination secondaire par les mains, c'est de les mettre sur son visage sans masque et sans rien, et c'est qu'on ne les a pas lavés. Donc il ne faut pas oublier dans tout ça que la friction, ça va vraiment permettre de diminuer le fait qu'on ait des virus sur les mains et qu'on va pouvoir s'en remettre sur le visage. La majorité de la transmission de la voie de transmission de ce virus, c'est quand même la transmission directe. La transmission indirecte, elle va être arrêtée par l'hygiène des mains. Donc si on arrive à mettre tout ça en place… Il ne reste plus qu'une minute. Je voudrais donner la parole au Dr Chazelle sur la reprise d'activité. Je pense que c'est important, reprise d'activité des confrères, etc. Qu'en est-il? Il faut que je me retire. Il faut que Profite de ce silence pour vous dire qu'il y a tellement de mesures en ce moment que j'ai cru que c'était une mesure dérogatoire, mais non, il n'y a pas de mesure dérogatoire pour le prélèvement PCR pour un médecin. En effet, c'est compris dans la consultation. D'accord. Donc, des questions sur la reprise d'activité. Une question des radiologues. Dois-je accepter les rendez-vous pour des mammographies